Dobre dan, gospodine Alakov. Le président, bonjour, monsieur Alakov. Le témoin, bonjour. Le président, bienvenue dans ce prétoire. Je suis le président de cette chambre de première instance. Mon nom est Agius. Et vous avez donc à côté de moi le juge Kwon, ensuite le juge Stolé et à ma gauche le juge Prost. Il s'agit donc de l'affaire procureur contre Popovich et consorts. Et vous avez été cité par la défense pour déposer et vous avez été cité par l'équipe de la défense de Libisha Behara. Vous êtes leur premier témoin. Alors notre règlement demande que vous fassiez une déclaration solennelle selon laquelle, au cours de votre déposition, vous ne direz que la vérité. Donc le texte vous est présenté sur cette petite carte. Veuillez s'il vous plaît le lire à haute voix. Et ce sera ainsi que vous prêterez serment. Le témoin. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le président, je vous remercie. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Thank you. Le témoin, merci. Si j'ai bien compris, c'est Maître Nikolic de l'équipe de défense Behara qui va vous interroger en premier. Ensuite, il y aura contre-interrogatoire par d'autres personnes, très certainement. Maître Nikolic, vous avez la parole. Mais veuillez, s'il vous plaît, vous présenter auprès du témoin. Maître Nikolic. Maître Nikolic. Maître Stoïch, interrompant. Il semble que le micro de Maître Nikolic ne fonctionne pas. Maître Stoïch. Le président vous a essayé un autre micro. Maître Stoïch, le mien non plus ne marche pas. Le président, hors micro. Le président, je crois qu'il convient d'éteindre tous les micros et ensuite nous pourrons les rallumer. Hvala na pomoći. Dobar dan, časni sude. Dobar dan svima u sudu. Maître Nicolas, je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour, messieurs, madame le juge. Donc, monsieur Alatchov, je tiens à me présenter. Je suis donc Maître Nikolic et Predrag Nikolic. Et je représente l'équipe Behara, les intérêts de mon client, monsieur Behara. Mais le micro ne marche plus à nouveau. Time in order not to lose time. Would you mind exchanging places? Le président, écoutez, il ne faut pas perdre de temps. Vous pourriez tout simplement peut-être utiliser le micro de monsieur Stoïch et changer de place. Maître Stoïch, mais le mien ne marche pas non plus. Le président, ah bon? Oh, none of them? Aucun micro ne marche, visiblement. Only mine. I mean, that I can understand. Il n'y a plus que mon micro qui marche, nous dit le président, ce qui est quand même tout à fait normal. Et ce que je comprends. Bon, cela dit, je n'ai pas besoin d'impressionner la fille de qui que ce soit aujourd'hui. Je vais réessayer. Maître Nikolic essaye vainement d'allumer son microphone. I don't know. I can't help you from here. I mean, mine seems to be working fine, but. Le président, il faut qu'on trouve une solution. But even my colleagues is not working, eh? Mr. President, it seems that when the witness's microphone is on, it deactivates our microphone. Maître Stoïch, hors micro, mais audible car il parle très fort. Il semblerait que c'est parce que le micro du témoin est allumé. Quand son micro est allumé, les autres micros ne peuvent pas s'allumer.
Yeah, but it's on now. Can we work with one microphone with the witness? All right, then let's proceed. Bon, maintenant, il semblerait que nous puissions en tout cas fonctionner comme ceci avec un seul micro pour le témoin et un seul micro pour Maître Nikolic. Allez-y, Maître Nikolic. Bon, je pense que c'était la difficulté a été surmontée. Je me présente à nouveau. Donc, je suis Maître Predrag Nikolic. Je suis avocat. Je représente les intérêts de Libisha Behara. Bonjour, monsieur le témoin. Le témoin, bonjour. Question. Donc, maintenant que le système audio marche, nous pouvons poursuivre. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter pour le compte-rendu en nous donnant votre nom, prénom et date de naissance, ainsi que lieu de naissance. Réponse. Je m'appelle Spiridon Alakov. Je suis né en 1943, le 20 janvier. Donc, 20 janvier 1943. Question. Pouvez-vous rapidement nous parler de votre scolarité, votre niveau d'éducation? Réponse. Je suis née à Okaric. J'ai fait l'école primaire et le lycée. Au lycée, j'ai suivi des cours de sciences économiques. Ensuite, en 1962, j'ai rejoint l'Académie militaire de Belgrade. J'ai terminé le cours des forces armées terrestres en 1965. Je suis née à Ohrid. Correction de l'interprète. Ensuite, j'ai été envoyée à Rashka. C'était ma première affectation entre Ralievo et Rashka Kravichevo. Ensuite, j'ai passé donc un an là-bas. J'étais commandant de section au sein d'une compagnie d'infanterie. Puis j'ai été transféré, muté, si je puis dire, pour servir dans la section de la brigade des gardes à Belgrade. En fait, j'ai assuré personnellement la sécurité, entre autres, avec d'autres personnes, bien sûr, du président Tito, jusqu'en 1970, où ensuite j'ai été muté à la garnison de Benkovac, entre Knin et Zadar. Se trouve en Dalmatie. J'étais commandant de compagnie jusqu'en 1972, où j'ai été muté à Lastovo, sur l'île de Lastovo. Et là, j'avais le poste d'organe de sécurité à la caserne navale. J'y suis resté jusqu'en 1976. Jusqu'en 1976, fin août. Donc là, j'ai été envoyé à Belgrade, où j'ai suivi les cours de l'état-major, l'académie de l'état-major de commandement. J'ai terminé ces cours à cette académie donc, de l'état-major en 1976. Et j'ai ensuite été muté à Split, à la caserne de Split. J'étais officier de garde, officier administratif au district militaire naval pour le service de contre-renseignement. Je suis resté en poste donc à Split jusqu'en 1983-84. Et j'ai été muté ensuite donc au service de la sécurité du commandement du district naval en tant encore qu'officier administratif chargé de la sécurité. J'y suis resté jusqu'en août 88. Pour les besoins du service, j'ai été envoyé à la caserne de Knin, où là, j'ai eu le poste de chef de l'organe de sécurité du 9e corps, qui était aussi appelé le corps de Knin.
J'y suis restée, je suis restée à ce poste jusqu'à la fin août, enfin la mi-août 1990. Après quoi, je suis retournée à Split, où j'ai occupé le poste de adjoint du chef du district militaire naval, plus spécialisé dans les affaires de sécurité de l'état-major. J'y suis restée jusqu'à la fin de ma carrière militaire, c'est-à-dire jusqu'à la fin juin 2000. Dans l'intervalle, à cause de tout ce qui s'est passé, bien sûr, en ex-Yougoslavie, j'ai quitté Split avec mon commandement et je me suis rendue à Kumbor. Et c'est de là que j'ai pris ma retraite, à Kumbor. Donc vous avez là le déroulement de ma carrière militaire. Question, je vous remercie. Vous avez parlé de plusieurs municipalités. Vous avez servi Lastovo, Split, Knin et Kumbor, entre autres. Toutes ces endroits, toutes ces casernes se trouvaient-elles dans la zone de responsabilité du district militaire naval de Split? Réponse oui, oui, c'était tout sous le commandement de ce district naval qui était cantonné à Split. Le QG était à Split. Question, veuillez s'il vous plaît ménager des pauses entre les questions et les réponses. Le président, oui, vous êtes assez bien synchronisé quand même, mais vous avez tendance à vous chevaucher lorsque vous parlez. Donc, monsieur le témoin, essayez de ménager une pause entre les questions de maître Nikolic et votre réponse, afin de faciliter la tâche aux interprètes. The interpreters have still got to translate to us who don't understand your language. Mr. Nikolic, sorry for having... Maître Nikolic, je suis désolé de vous avoir interrompu, mais je pense que c'était nécessaire pour le bon déroulement du débat. Maître Nikolic, je vous remercie. Monsieur Alatchov, nous allons parler de la période que vous avez passée à Lastovo. Pouvez-vous nous dire quel était votre poste à Lastovo? Réponse: à la caserne de Lastovo. J'occupais le poste d'officier administratif en charge de la sécurité pour la caserne du district militaire qui se trouvait à Lostovo. C'est donc mon premier poste concernant la sécurité que j'ai occupé. Question. Avez-vous rencontré M. Behara à un moment ou à un autre? Et si oui, pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances? Réponse oui. Juste après que je n'arrive à Lastovo, enfin, quelques mois après, peut-être 2 ou 3 mois après, Monsieur Lubisha Behara, avec une équipe du centre de contre-renseignement, a rendu une visite officielle à Lostovo. C'était une mission qui lui avait été donnée par ses supérieurs. Et lorsqu'il est arrivé à Lostovo, M. Behara s'est présenté, bien sûr, et nous a expliqué qu'il était venu pour traiter des affaires qui devaient être traitées dans le secteur. Donc il s'est présenté, il a présenté ses collègues. Question. D'après votre réponse, je vois que vous travailliez à l'époque au service de sécurité. Est-ce que c'était un service qui était proche du groupe ou du service de contre-renseignement? Réponse oui, oui. Oui, en fait, les compétences et les activités se chevauchent.
Donc le contre-renseignement et ce que l'on faisait au niveau de la sécurité dans notre caserne était assez proche. On traitait des unités de l'armée. Moi, j'étais compétent en ce qui concerne l'unité dans laquelle je me trouvais. Donc j'étais chargé en fait de la sécurité interne de cette unité. Mais bon, il est vrai que les postes sont assez identiques entre le contre-renseignement et la sécurité. Il y a beaucoup d'activités qui sont presque jumelées, si je puis dire. Question très bien. Mais donc, il y avait chevauchement entre les missions des deux services. Est-ce pour cela que vous avez rencontré M. Béhara? Réponse oui. Pripadnika organa bezbednosti. D'habitude, lorsque l'on se rend dans un secteur où travaille un organe de sécurité, cette personne qui vient de l'extérieur se présente bien sûr au chef de la sécurité du secteur même. Et M. Béhara l'a fait, donc parce que c'était officiel, mais il avait l'air aussi extrêmement agréable, il s'est bien présenté, et nous avons passé un certain temps ensemble au cours de sa visite. Bon, il n'est resté que quelques jours, mais nous n'avons pas eu... Nous sommes rencontrés aussi en dehors des heures de travail. Question. Monsieur Holokoff, vous étiez encore jeune quand même à ce moment-là, assez jeune en tout cas, par rapport aux personnes travaillant d'habitude dans les services de sécurité. Donc, quelle impression vous ont fait toutes ces personnes chargées du contre-renseignement, surtout M. Béhara? Réponse. Eh bien, à l'époque, je commençais à travailler pour le service de sécurité. Donc, ces contacts, pour moi, ce nouveau contact était essentiel. En fait, on était sur une île, à Lastovo. Il n'y avait pas d'autres personnes chargées de la sécurité. Il n'y avait pas d'autres organes de sécurité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez très bien Lastovo, mais Lastovo, c'est une île assez perdue. Les communications, même téléphoniques, étaient difficiles. Les voyages étaient difficiles aussi. Donc, j'ai vraiment essayé de tirer un parti maximum de cette rencontre avec M. Béhara. D'ailleurs, M. Lubisha était très ouvert. Il a eu la gentillesse de m'expliquer certains tenants et aboutissants du métier de chargé de sécurité. Il m'a parlé de la méthodologie à employer, sur laquelle il fallait mettre l'accent. Il n'était pas là pour ça, hein, mais il l'a fait parce qu'il avait beaucoup d'expérience en matière d'organes de sécurité. Et d'ailleurs, il m'a vraiment permis Il a beaucoup contribué en fait à mes connaissances lors de mes débuts à ce poste. Question, oui, je vois. Donc, c'était un départ, si je puis dire, dans ce métier. Mais donc, par la suite, avez-vous pu contacter Monsieur Béhara pour lui demander son opinion à propos de certaines choses qui aient à voir avec votre travail ou non, d'ailleurs? Avez-vous parfois posé des questions qui avaient à voir avec vos propres affaires, uniquement pour lui demander son opinion parce qu'il avait de l'expérience? Réponse, c'est bien lorsqu'on s'est rencontrés, on n'a pas uniquement parlé des affaires officielles. Il était très facile d'avoir accès à Lyubisha, il était très ouvert, très facile d'accès.
Certes, la visite a été très courte, mais on avait l'impression de se connaître depuis un bon moment. Juste avant qu'il ne parte, il m'a invité à passer par venir lui rendre visite à son bureau chaque fois que je passais à Split, soit pour avoir un café, pour discuter. Il est vrai que chaque fois que je me rendais à Split, et quand j'avais le temps, je passais le voir, souvent dans mon temps libre. Question. Je vois d'après vos réponses qu'ensuite vous avez été muté à Split. Quel était votre poste à Split? Réponse. Eh bien, j'avais terminé l'académie d'état-major de commandement en 1978. Et c'est après cela que j'ai été muté à Split. Mon poste, là, était celui d'officier administratif du groupe chargé du contre-renseignement au district militaire naval. À ce moment-là, le capitaine naval, Lubisha Behara, ne faisait plus partie du service de contre-renseignement. Capitaine de vaisseau à l'époque, et non pas capitaine naval, capitaine de vaisseau. Donc, si je me souviens bien, il était d'abord officier administratif du département chargé de la sécurité du commandement de ce district naval militaire. Question. Très bien. Votre relation s'est poursuivie, non seulement professionnellement, mais aussi dans votre vie privée? Réponse oui, absolument. Oui, oui. Pour ce qui est de mon... pour ce qui est le cadre professionnel, il était officier administratif, il était censé être mon superviseur. Nous travaillions dans le même secteur. Mais là, on a commencé vraiment à passer pas mal de temps ensemble, en dehors du travail. Interprète de reprendre. C'est pas officier administratif, mais chargé de mission. Donc, si je me souviens bien, au début 79, Behara a été muté à Kumbor, à la garnison, à la caserne de Kumbor. Donc, n'a pas travaillé longtemps au même endroit, puisque à Kumbor, il travaillait pour l'organe de sécurité là-bas. Question. Lorsqu'il est rentré de Kumbor, est-il devenu votre supérieur à un moment ou à un autre? Réponse oui. C'était mon supérieur hiérarchique immédiat. Lorsqu'il a pris le poste du chef du service de sécurité du service de contre-renseignement. Mais lorsqu'il était adjoint du chef de service de sécurité, là aussi, il était mon superviseur. Ça, c'est quand j'étais en poste au sein du groupe de contre-renseignement et que j'étais chargé de mission dans le service de sécurité. Question, très bien. Donc, vous avez des relations de supérieur hiérarchique à subalterne à ce moment-là, n'est-ce pas? Donc, pourriez-vous me dire comment était M. Behara en tant que supérieur hiérarchique? C'était votre chef. Comment vous traitait-il? Et comment traitait-il ses subordonnés? Réponse. En tant qu'officier supérieur, je tiens à dire que il était toujours très correct, toujours prêt à prêter assistance, à donner des conseils. Toujours prêt à expliquer
ce qui devait être fait. Évidemment, il voulait que les choses soient bien faites en temps et heure. Ni moi, ni mes collègues, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, nous n'hésitions jamais à aller le voir pour lui demander son avis ou des conseils, ou pour lui demander de nous donner des consignes permettant de mener au mieux les missions qui nous avaient été imparties. Question. Pourriez-vous me dire si à ce moment-là, à Split, la droite se reprend, pourriez-vous me dire quelle était la composition ethnique du service de contre-renseignement pour lequel vous travaillez, de l'organe de sécurité pour lequel vous travaillez sans prendre interprète à Split à l'époque? Réponse. Eh bien, c'était très hétérogène, il y avait de tout. Il y avait des Slovènes, des musulmans, enfin maintenant on les appelle des Bosniens, des Croates, des Macédoniens. Uglavnom smo bili zastupljeni, mada u to vrijeme nismo obraćali posebnu pažnju ko je, odakle I šta po nacionalnosti. À l'époque, l'appartenance ethnique, c'était quelque chose dont on ne s'occupait absolument pas. Hazetbegovic était musulman, enfin on dit bosnien maintenant. Rouniev, lui, était croate. Karanovic devait être serbe ou alors il était macédonien. En tout cas, il était né à Skopje. Enfin, il y avait de tout. Il y avait de tout. Les gens venaient de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie. Question. Excusez-moi, maintenant que nous parlons de cette structure du point de vue appartenance ethnique, puis-je vous demander de quelle nationalité êtes-vous? De quelle appartenance ethnique êtes-vous? Réponse. Je suis né en Macédoine. Et pour parler du lieu de ma naissance, je suis un Macédonien. Od roditelja Makedonaca. De parents macédoniens, et c'est là que j'ai grandi et vécu un bon moment. Hvala. Vidim da ste u jednom periodu bili na Question, merci. Je vois que pendant une certaine période donnée, vous étiez en poste à Knin. De quelle unité s'agissait-il? De quelle période également? Et quel était le poste que vous occupiez à cette époque-là? Réponse du témoin. J'étais en poste à Knin depuis fin août 1898 jusqu'en 1988, jusqu'en août 1990. C'est là où je me trouvais au poste de chef de l'organe de sécurité du 9e corps d'armée. En ce moment-là, c'était justement le lieu de parler de la création du 9e corps d'armée, par conséquent, le département, la direction où j'assumais d'ailleurs cette fonction directrice a été formée également. Question. Donc, en 1990, vous revenez à Split, n'est-ce pas, pour occuper la même fonction, au même poste? Réponse oui, je devais remplir la même fonction, j'étais au même poste que préalablement. Question. Nous allons parler un peu plus de l'année 1990, fin 90 et début 91. Comment se présentait la situation du point de vue sécurité et du point de vue politique, étant donné les tensions qui montaient en Croatie à cette époque-là? Réponse du témoin. Déjà, depuis la fin de l'année 1999 et au cours de l'année 1999, des tensions nationalistes montaient. Il y a eu pas mal d'événements qui ont fait qu'il y a eu des turbulences et d'effervescence et gestation du point de vue nationaliste, où le nationalisme montait de deux côtés. Ça allait tellement loin qu'on parlait déjà de ces barrages routiers
moyennant les troncs d'arbres. Qui traite de la Kraïna de Knin doit parler d'une structure ethnique mixte. Des barrages routiers se faisaient de part et d'autre. Les citoyens s'auto-organisaient pour, disait-on, ne pas se faire surprendre et prendre de court. Il y a eu tant de dissensions, ce qui sera prouvé plus tard, que le tout devait donner lieu à des conflits armés. Question. Je voudrais maintenant qu'on s'attarde un petit peu pour parler de split. Vous avez parlé de tensions parmi les différents groupes ethniques. Vous dites que la structure du point de vue appartenance ethnique était mixte. Et comment tout cela se répercutait-il sur les activités des services dans lesquels vous étiez? Réponse. Parmi les membres des organes de sécurité, la situation était plutôt, les rapports prévalents étaient plutôt stables. On ne souffrait pas des impacts de l'extérieur. Nous témoignons tous de cette hétérogénéité, mais stable. Des gens étaient prêts, évidemment, à des boutades, mais d'aucuns parlaient, évidemment, de leur appartenance ethnique sans aucune tendance mal intentionnée. Nous disions tout à l'heure qu'on ne s'occupait pas vraiment de savoir qui était de quelle origine ethnique, mais petit à petit, on s'était mis à s'intéresser qui venait d'où et de quelle appartenance ethnique nous étions tous ensemble. Et je crois pouvoir dire qu'en ce moment-là, j'ai pu comprendre que Ljubiša Beara était un Serbe et non pas croate. Je le trouvais toujours croate pour la simple et bonne raison que son parler était croate et présentant un dialecte de dalmate. Mais cela n'avait rien à voir. Ljubiša Beara parlait toujours sa langue à lui, et d'ailleurs la terminologie utilisée par lui était toujours la même. Je pourrais dire, chemin faisant, que bien au contraire, nous tous, Ljubiša Beara et les autres, nous avons voulu vivre dans cette collectivité en harmonie. Un seul débordement que je peux citer, c'est que lorsque un de nos officiers aspirant au grade d'aspirant, qui lui était archiviste, question, s'il vous plaît, allez-y lentement, nous sommes par ailleurs un petit peu éloignés du sujet, excusez-moi de vous interrompre. Nous parlions de certaines tensions qui montaient dans Split, et à Split, quelles ont été les causes de cette tension, et dans quelle situation se trouvaient les organes de la JNA, c'est-à-dire les organes de la JNA de cette région militaire navale? Réponse du témoin. Si vous vous référez à la situation réservée aux membres de l'armée à cette époque-là dans cette région militaire navale, d'une manière générale, pourrais-je dire que nous avons été objet de différentes pressions exercées contre nous. Certains officiers-chefs, lorsque ils appartenaient à des ZNG, s'étaient mis à nous suivre, à nous mettre en filature. Les membres de nos familles ont été intimidés, menacés. Certaines unités se sont vues refuser tel ou tel élément de ravitaillement. Par exemple, je peux vous citer le manque de livraison d'aliments, de vivres, les délestages de courant, problèmes en ravitaillement d'eau, et ensuite, évidemment, le courant et le téléphone, souvent coupés. Voilà ce qui s'était passé au début des années 1990 et au cours des années qui ont suivi.
notamment lorsque je parle de ces moments où il y a eu des menaces à l'encontre de nos familles, des membres de nos familles, surtout ceci concernait les organes de sécurité et les officiers commandants, les officiers chefs dans cette région militaire navale. Question. À cette époque-là, est-ce que Ljubisha Beara était l'officier supérieur à vous? Réponse oui. Oui, à cette époque-là, il a été à la tête du département de la sécurité. Moi, j'ai été adjoint du département de la sécurité, directement subordonné au capitaine de vaisseau Ljubisha Beara. Et moi, je m'occupais d'ailleurs de sécurité et de contre-renseignement. Question. Étant donné que vous venez de parler de ces tensions et de cette situation en la matière, Ljubisha Beara, je suppose, devait être quelqu'un qui était préposé à organiser le travail de vos services dans cette situation-là. Donnez-moi des exemples. Comment lui a fonctionné, comment il a essayé, si jamais il a essayé, de régler ces différentes questions qui s'étaient posées au sein des services qu'il dirigeait. Réponse du témoin. Même avant et au cours de cette période-là, lui insistait à ce que les travaux soient effectués de façon professionnelle dans l'esprit de la lettre de règlement qui réglementait le travail effectué par les systèmes de sécurité. En République fédérale socialiste de Yougoslavie, il ne permettait aucun manquement, aucune dérogation au règlement. Lui insistait à nous orienter de façon appropriée, insistant sur le fait qu'il fallait nous conserver tous, nous protéger contre des conséquences certainement néfastes pour nous, mais il voulait également qu'il n'y ait pas d'impact néfaste quelconque à l'égard d'autres membres de la société ou des civils. Question. Quelles étaient les mesures suggérées par lui et lesquelles mesures on devait prendre lorsqu'il s'agissait de provocations dont vous parliez tout à l'heure? Par exemple, délestage de courant, manque de ravitaillement en d'eau ou en vivres, etc., ce qui ne pouvait pas ne pas créer de certains troubles, nervosité auprès de vous tous qui étiez là-bas. Réponse des témoins. Les instances de commandement prenaient des mesures nécessaires au travers des autorités en place, dans la mesure du possible, dans la mesure d'un bon fonctionnement de ces autorités et instances, pour ne pas qu'il y ait de tels incidents, etc., pour remédier à ces incidents, à ces manquements. Mais le tout se reproduisait. Et à cet esprit-là, Ljubisha Beara se tournait vers des organes similaires auprès du ministère de l'Intérieur de Split pour essayer, dans la mesure du possible, pour que toute situation conflictuelle soit réglée de façon pacifique, sans qu'il y ait aucun recours à la force et pour éviter toute autre mesure coercitive. Et il n'y a pas eu d'ailleurs de tels cas tant que, évidemment, on ne devait pas parler de conflit armé. Question. Une telle situation n'a-t-elle pas donné lieu à un certain éveil du nationalisme au sein du commandement auprès de certains individus surtout? La réponse. Pour parler de certaines situations dramatiques en matière d'éveil de nationalisme, on ne devrait pas en parler vraiment pour parler des organes de sécurité. Encore que il y a eu des remous, certains membres de telle ou telle instance quittaient leur service
en matière de sécurité également, sans pour autant, évidemment, franchir d'obstacles quelconques. Parmi les tout premiers qui l'ont fait, c'était le capitaine Tcharnko Stoyan qui, en toute légalité, a quitté les instances de sécurité pour être muté à une autre fonction. Il a quitté les forces navales du Mail général, l'armée. Pour parler d'autres membres, d'autres militaires, je dirais que il convient de citer un événement qui s'était produit dans le bureau de l'aspirant Petrovitch Dragan de son prénom, qui lui vaquait à ses occupations d'archiviste au sein des services de sécurité. J'ai été présent notamment au moment où Ljubisha Behara était entré dans le bureau et lorsque l'aspirant Petrovitch a sorti de son bureau un vieux calot serbe, un couvre-chef calot serbe surnommé Shaikacha avec le symbole de Chetnik et qu'il a mis sur la tête. Alors, regarde Ljubo. Peu importe si l'autre a été sous-officier alors que Behara était capitaine de vaisseau. Ils étaient dans de très bons rapports, par conséquent, ils se tutoyaient. Il a dit, regarde. Et lorsque le capitaine de vaisseau, Ljubisha Behara, s'en est rendu compte, il a réagi assez sévèrement, faisant comprendre à l'autre qu'il devait ôter ce calot, ce bonnet, ce couvre-chef, que de telles choses ne devraient pas être conservées dans les bureaux et dans les locaux des forces armées, qu'il devait le mettre à l'écart et il lui a fait comprendre de façon assez sévère que ceci ne devrait plus se produire, que de tels objets ne devaient pas être apportés. Je crois que je n'ai guère besoin de dire que ce calot, cette shaikacha, ce couvre-chef ne représentait pas vraiment un symbole nationaliste. Les Serbes sont censés l'avoir porté pendant longtemps. Je crois que cette honorable chambre de première instance devrait le savoir. Encore aujourd'hui, ce même couvre-chef est utilisé, porté en Serbie, bien entendu, sans avoir les symboles dont je parlais tout à l'heure. Question, Monsieur Alatchov. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la situation dans laquelle se trouvait un officier-chef tel Ljubisha Behara lorsque tel ou tel cadre personnel des services de sécurité quittait leur poste. D'autre part, vous voyez que dans la caserne, la situation est plutôt tendue. Alors, il y avait les lignes de téléphone coupées, manque de ravitaillement en eau, etc. Alors, comment lui s'occuper de tout cela et quelles étaient les instructions qu'il vous donnait à cet effet? Réponse du témoin. Chacun qui serait prêt à quitter les organes de sécurité pour ne plus être membre des forces armées yougoslaves de la RSFY, il lui a été fait droit à ses vœux, sans pression, sans obstacle aucun. Étant donné évidemment les pressions auxquelles nous étions exposés, il y avait des gens qui voulaient se faire muter pour aller ailleurs. D'aucuns voulaient quitter une fois pour toutes les forces armées yougoslaves. Il a été fait droit, disais-je, à tous ceux qui l'auraient souhaité. Autrement dit, le capitaine de vaisseau, Behara, lui-même, s'en tenait au principe qui était le nôtre, à savoir, il ne s'agit pas seulement de parler de principe, il y a un article du règlement qui régit la vie de l'armée,
à savoir le principe consistait en bénévolat. De façon tout à fait bénévole, tout un chacun pouvait venir travailler ou quitter son poste, bien entendu avec un plein respect des informations, des données et autres secrets officiels dont il a été tenu, dont nous étions tenus, évidemment. Question, Monsieur Alatchov. Nous tous qui habitions ces pays-là, nous ne sommes pas sans connaître un incident qui s'était produit à Split, lequel incident a été présenté dans et par les médias comme étant un égorgeur de Split. Pouvez-vous me dire ce qui s'était passé, notamment ce jour-là à Split, et dites-moi s'il vous plaît comment les services de sécurité s'en sont pris pour régler cette affaire. Qui c'est qui a dirigé les travaux de cette instruction et comment le tout fut soldé? Réponse du témoin. La propagande répandue à cette époque-là à un plan politique plus vaste a vraiment rendu les gens confus, a tellement fait que les gens croyaient aveuglément à toutes les informations qui devaient être placées moyennant et à travers les différents médias et moyens de communication. À tel point que début mai 1991, disait-on, le tout s'était produit d'une façon spontanée, alors que pour moi, à mon sens, ceci ne soit pas important. Il y a eu un regroupement de gens près des locaux officiels de la région militaire navale. Des gens de différentes organisations étaient venus en face des locaux de la région militaire navale pour protester prétendument contre l'armée serbe, alors que nous n'étions pas encore une armée serbe, ce n'était qu'une armée yougoslave. Question. En quoi consistent les principaux caractères et indices de cet incident? Pourquoi parlait-on dans les médias de cet égorgeur, de ce strangulateur de Split? Réponse. Cet incident, on devrait le présenter comme quoi certains groupes qui faisaient preuve d'une attitude excessive essayaient de semer le trouble et le désordre, voulant voir la force à l'œuvre et l'intimidation, d'autant plus que cet incident a coûté la vie à un soldat nommé Gershovski, qui était de Macédoine et qui était là à son poste de garde, et sans provoquer qui que ce soit, on a tiré dessus. L'incident était connu par le fait aussi que certains groupes d'extrémistes cette fois-ci s'était lancé à des actes de violence. Un de ces groupes d'extrémistes monté sur un véhicule transport de troupes qui avait pour rôle de sécuriser le commandement de la région navale. Alors là, il y a eu un gars costaud qui a attrapé le soldat qui était au beau milieu de la tourelle du véhicule transport de troupes pour essayer de l'extirper en quelque sorte, de le sortir du véhicule. Et il l'a pris par le cou, par la tête. Et en ce moment-là, il a été dit strictement qu'on ne devait surtout pas avoir recours à un quelconque type de force. Nous avons pu, évidemment, riposter en tirant, mais il s'agissait d'une importante masse de gens
et Dieu sait combien il y aurait de victimes. Pourquoi on l'appelait strangulateur et gagea? Parce que lui, il voulait sortir ce soldat de la tourelle de véhicule. À tel point, c'était violent que le pauvre soldat, évidemment, a failli mourir. Question, vous avez dit qu'il vous a été interdit d'employer, d'avoir recours à des armes ou à des explosifs et quelconques. Cet ordre d'interdiction a été donné par qui? Réponse. Eh bien, l'ordre a été pas donné par le commandement. Je sais que le capitaine de vaisseau, lui, quant à lui, nous a passé la consigne comme quoi aucun type de force ne devrait être utilisé. Et il nous a dit que c'est en vraiment dernier ressort qu'on devait pouvoir utiliser les armes lorsqu'il n'y avait pas d'autres moyens, mais son corps défendant, lorsqu'on devait utiliser les armes, on devait considérer cela comme une suggestion. C'est-à-dire, la suggestion faite par le commandement d'abord a été d'interdire toute utilisation d'armes à feu. Question, nous voyons qu'il s'agissait là d'une provocation de grande envergure où un soldat a été tué. Est-ce que vos services de sécurité ont procédé à quoi que ce soit pour faire instruction et révéler les auteurs de ce crime? Réponse du témoin. Juste pour compléter ce que je viens de dire tout à l'heure au sujet de cet incident, ce débordement, lorsque on a imposé un siège et blocus contre le commandement, certains groupes d'extrémistes avaient imposé le blocus d'une colonne de véhicules transport de troupes qui devaient se rendre au commandement de la région militaire navale pour assurer la sécurisation. C'est au niveau d'une route que cette partie d'unité s'est vue bloquée par un groupe d'extrémistes. L'équipage était obligé de quitter les véhicules transport de troupes. Les civils extrémistes s'en sont saisis de ces véhicules transport de troupes. Mais nous avons travaillé avec vigueur, longue patience, et le capitaine de vaisseau a réussi à obtenir que tous les véhicules transport de troupes soient repris par des membres du MOUP. Plus tard, nous avons dû les restituer, les récupérer, tous ces véhicules de transport de troupes, pour les remettre aux unités qui en étaient d'ailleurs les possesseurs. Donc, sans aucun recours à quelconque type de feu, etc., nous avons pu ainsi régler ces problèmes. Mais vous m'avez posé d'autres questions. Question de Maître Nikolic. Oui, on ira pas à pas. Comment saviez-vous que c'est par téléphone que Ljubisha Behara a pu contacter des représentants des autorités, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur? Réponse. Étant donné qu'il s'agissait presque d'un état d'urgence, nous étions sans cesse présents dans nos bureaux, sur le qui-vive, sur pied. Moi-même, je me trouvais en ce moment-là dans mon bureau, ou plutôt dans le bureau, je me reprends, du capitaine de vaisseau Behara. Nombreuses étaient des situations du genre lorsqu'on devait traiter de problèmes de ce type-là, mais je réponds à votre question pour parler en l'occurrence de ce cas-là. Question. Je reviens à la question posée tout à l'heure et à laquelle vous ne m'avez pas répondu. Les services de sécurité ont-ils pris les mesures nécessaires, et si oui, lesquelles, pour identifier les auteurs de ces incidents, pour les incarcérer ensuite? Réponse oui. Étant donné qu'un
important dommage matériel a été causé, qu'il y a eu, au lieu de parler de la perte d'une vie humaine, et qu'il y a eu attaque contre l'organisation encore légale qui était la nôtre en Croatie, nous n'avons pas pu obtenir évidemment un bon exemple de coopération avec le MOUP parce que nous n'avons pas pu nous y attendre d'ailleurs. Nous, des services de sécurité, nous avons pris les mesures nécessaires pour identifier les principaux acteurs de ces incidents, pour révéler l'identité du meurtrier du soldat en question. Ensuite, pour révéler l'identité et établir l'identité de ce strangulateur et de 4 autres personnes. Je ne me souviens plus de leur nom, pas mal de temps s'est écoulé depuis. C'est là qu'il nous a été donné pour consigne et tâche de la part de la direction de sécurité, et nous avons été grandement aidés par la direction de la sécurité pour essayer d'élucider ce cas. Dans cet effet-là, c'était rendu au commandement de la région militaire navale le général Aco Vasiljevic, qui à cette époque-là était chef de la direction du grand QG en matière de sécurité. Celui-là nous a donné des instructions pour nous aider à résoudre ce problème. En un laps de temps très court, nous avons réussi à identifier les auteurs de crimes et nous les avons fait emmener dans les locaux de la prison d'instruction militaire. Ils ont été poursuivis en justice ensuite. Je ne sais pas quelle en est l'issue, le tout relevant de la compétence du tribunal militaire. Et je sais qu'ils ont été échangés ensuite. Excusez-moi, nous n'avons pas pu saisir la personne qui a tiré sur le soldat, le garde qui l'a tué. D'après certaines informations recueillies par nous, cette personne-là, le meurtrier, s'est trouvé sous protection des organes du MOUP de Croatie. Question. Monsieur Alachov, au cours de ces actions-là, Ljubiša Bera a-t-il pris part à tout cela? Et si oui, en quoi consistait son rôle? La réponse oui. Lui, en sa qualité de chef du département de la sécurité, était la principale personne préposée à conduire cette action-là. Nous avons d'abord établi un plan d'action. Nous avons tout simplement pu voir qui devaient être les gens pour y prendre part, la mise en œuvre de ce plan, et nous leur avons donné les consignes nécessaires, et c'est lui-même qui a dirigé l'action jusqu'au moment où cette action a été menée à bien. Je peux le dire que le tout a été fait sans aucun recours à des armes à feu. Il n'y avait rien d'ailleurs. Personne n'a été passé à tabac, aucune violence d'ailleurs à l'égard d'auteurs de ces incidents. Question. De toute évidence, cet incident et l'action menée par vous devaient expliquer comment culminer ces tensions. Au sein des organes de sécurité qui étaient les vôtres, peut-on dire encore et toujours que la structure du point de vue d'appartenance ethnique a toujours été mixte? Réponse oui. À moins de parler évidemment de quelques individus qui ont quitté leur poste, comme je vous l'ai donné l'exemple tout à l'heure de ce Tchernko, où ensuite il y avait quelqu'un qui répondait au nom de Ralić Zoran. Il y a eu très peu de gens qui auraient quitté les services de sécurité. Du point de vue de la structure qui était la nôtre, du point de vue nationalité, nous avons été vraiment hétérogènes, même lorsque nous avons été déplacés, délocalisés, transférés à Kumbor. S'il le faut, je pourrais vous en parler plus en détail. Question, allons-y pas à pas, lentement. Lorsque tout à l'heure vous répondiez à l'une de mes questions, vous avez dit que, étant donné
le dialecte parlé par Ljubiša, vous considériez-vous qu'il était croate? Maintenant, vous savez qu'il était serbe. Au moment où vous avez mené l'action en question, vous saviez qu'il était serbe. Alors, à cette époque-là, au moment où prévalaient ces tensions si importantes, est-ce qu'à un quelconque moment, il aurait fait preuve d'une réaction inadéquate, pour ne pas dire de nationaliste? Réponse. Je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit de ce genre. Il s'est comporté, s'est exprimé de la même manière et à aucun moment n'ai-je remarqué qu'il est un préjugé quelconque, qu'il ait quoi que ce soit contre des personnes d'autres appartenances ethniques. Question. Il y a quelques instants, vous avez dit que le commandement du district militaire naval a été réaffecté ou transféré à Kumbor. Pourquoi et quand est-ce que cela a eu lieu? Réponse. Après les événements du mois de mai, contrairement aux promesses qui avaient été faites par les autorités qui nous laissaient entendre que les tensions s'apaiseraient et les problèmes seraient réglés, la situation est devenue encore plus complexe. Il y avait des coupures incessantes d'électricité, d'approvisionnement en eau et en nourriture. Nous ne pouvions plus utiliser les routes et les moyens de transport ordinaires. Il y avait d'autres aspects également. Le risque que nous soyons complètement isolés afin que nous soyons obligés à nous rendre ou à céder les installations où se trouvait notre commandement, raison pour laquelle au mois d'août, la décision a été prise, destinée à assurer la continuité du commandement, et ainsi une partie du commandement devait être transférée à un poste de commandement avancé, comme on dit, en jargon militaire. Cela devait être transféré sur l'île de Vis, et le commandant est donc parti, s'est rendu sur cette île ou ces îles avec quelques autres membres du commandement. Il était prévu que le transfert prenne une semaine environ, mais vers le 9 ou 10 septembre, nous nous sommes retrouvés complètement isolés, bloqués, et les personnes qui se trouvaient déjà sur l'île de Vis ont dû y rester. Je me trouvais parmi eux. Et nous y sommes restés jusqu'à ce que toutes les unités et tout le commandement ont été transférés à l'extérieur de la Croatie. Tout cela fut précédé d'un processus de négociation de longue haleine sous l'égide de nombreuses organisations internationales qui étaient arrivées sur place, et nous avons négocié avec les autorités afin que nous puissions en toute sécurité retirer nos forces, notre matériel et les familles aussi des forces, les retirer de Croatie. Ceci vers la fin de l'année 1991, décembre de cette année. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est à ce moment-là que la dernière unité s'est retirée de Split. Question, Monsieur Alachev, nous allons passer à un autre sujet. Lorsque vous étiez à Split et à Knin en exercice, parlons d'abord de Split.
Est-ce que le général Tolimir s'y trouvait également? Est-ce qu'il y exerçait ses fonctions? Réponse oui. À l'époque, il était capitaine. Et au préalable, il avait servi à Vélis en Macédoine et de concert avec un autre capitaine du nom de Steta, ils ont été transférés pour pourvoir des postes vacants à Split. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle ils sont arrivés, mais c'était aux alentours de 1983, peut-être un an plus tôt ou un an plus tard. Je n'en suis pas certain. Mais Tolimir et le capitaine Steta ont tous deux été nommés à des postes au sein du service de contre-espionnage à Split. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Tolimir lorsqu'il y est arrivé. Question. À l'époque, quelles étaient les fonctions de Ljubisa Beara lorsque Tolimir est arrivé à Split, donc? Réponse. Je crois qu'à cette époque, il était rentré de la garnison ou la base de Kumbor, et autant que je m'en souvienne, il a été nommé chef adjoint du service de contre-espionnage du district militaire naval de Split, ou plutôt chef du département de la sécurité. Question. À l'époque, est-ce que Beara était le supérieur hiérarchique de Tolimir? Réponse non. Il n'était pas son supérieur hiérarchique direct. Le chef du service de contre-espionnage était son supérieur hiérarchique direct. Il était subordonné au chef du service de contre-espionnage. Mais il y avait des contacts et des échanges d'informations, ainsi que des instructions qui ont été données, mais uniquement en ce qui concerne des questions professionnelles, les aspects techniques du poste. Question. Ainsi, à l'époque où vous vous y trouviez, pouvez-vous nous décrire les relations entre Beara et Tolimir? Est-ce qu'ils étaient de simples connaissances en tant qu'officiers? Comment pourriez-vous décrire leur rapport professionnel? Réponse. Si vous souhaitez que je vous parle de leurs relations personnelles, je peux simplement vous dire que Ljubisha était une personne très amicale, très ouverte, très accessible. Nous y avons passé beaucoup de temps. Nous avons eu des relations sociales pendant une longue période. Mais autant que je le sache, ils n'avaient pas de tel contact avec Tolimir. Leur contact était purement professionnel, autant que je le sache. Ils ne se rendaient pas les uns chez les autres, ou l'un chez l'autre, se reprend l'interprète, autant que je le sache. À l'époque, chacun avait déjà son cercle d'amis. Autant que je le sache, ils n'ont pas eu de relations sociales privées. Question. Vous vous êtes trouvé à Split jusqu'au moment où le district militaire naval a été dissous, démantelé. Est-ce que Tolimir a passé tout ce temps à Split? Réponse. Tolimir se trouvait à Split dans les mêmes fonctions, au même poste,
institutionnel jusqu'au mois d'août 1990, à l'exception de la période pendant laquelle il est parti ailleurs pour suivre une formation supplémentaire. Au mois d'août 1990, il est venu me remplacer à la garnison de Kumbor et je suis retournée à Split. Question. Vous avez dit qu'il s'est rendu à Kumbor où vous vous trouviez? Réponse. Non, pardon, à Knin. C'est à Knin qu'il a occupé le poste de chef de l'organe de sécurité du commandement du 9e corps. Il m'a remplacé à ce poste. Je suis désolée, C'était un lapsus si j'ai dit Kumbor. Je voulais dire Knin. Question. Donc vous vous trouviez à Knin jusqu'à ce moment-là? Réponse oui, de 1988 jusqu'au mois d'août 1990. Question. Et qui à l'époque commandait le 9e corps, connu également sous le nom de corps de Knin? Réponse. Le commandant du corps du 9e corps était le général Tomislav Trajczewski, qui venait d'un poste au sein du commandement de la 3e armée à Skopje. Question. Le corps de Knin, ou 9e corps, faisait-il partie du district militaire naval de Split? Réponse oui. Le 9e corps était directement placé sous les ordres du commandement du district militaire naval à cette période. Question. Je vois que vous avez précisé pendant cette période. Y a-t-il eu une autre période pendant laquelle ce corps n'était pas intégré au district militaire naval? Réponse. Lorsque le conflit armé a commencé, vers la fin de l'année 1991, le 9e corps était placé sous les ordres de l'état-major général des forces armées de la République fédérale de Yougoslavie dans une chaîne de commandement ou hiérarchie unique au sein du commandement du district militaire naval, des services d'appui, et en termes opérationnels faisait partie du commandement de l'état-major général. Question, pouvez-vous me dire si, à un moment donné pendant cette période, le général Mladic était le commandant de ce corps? Réponse. Pendant que je servais à Knin, Mladic n'avait aucune fonction au sein du 9e corps. Quand je suis partie au mois d'août 1990 et lorsque Tolimir est arrivé, Spiro Nikovic, un général, a été nommé commandant. Mais il n'y est pas resté longtemps, tout au plus une année. Je n'ai pas vu Mladic, mais j'ai entendu dire qu'il s'était rendu à Knin, mais cela s'est certainement produit après le mois de juin 1991. Question. Vous partez du principe que le général Mladic est arrivé et
a assumé les fonctions de commandant du corps après le mois de juin 1991, les organes de sécurité du district militaire naval et Lyubisha Behra en tant que chef de ces organes, de cet organe, sont restés à Split pendant un certain temps. Puisque vous avez dit que vous avez été transféré à la fin de 1991. Savez-vous si au cours de cette période, Monsieur Behra et le général Mladic ont eu des contacts, que ce soit privés ou officiels? Réponse. Je vous dirais que pendant un certain temps, Mladic était chef d'état-major. Et quand Nikovic est parti, il est devenu commandant. Je rajouterai au vu de la situation, à l'époque, il était très difficile de se déplacer et de communiquer. Il y avait très peu de temps, en fait, il n'y avait pas de temps pour des contacts personnels et une vie sociale. Donc, autant que je le sache, Behra n'a pas eu de contacts sociaux avec Mladic. Il est possible qu'ils aient eu des contacts professionnels, officiels, assez brefs, lors desquels ils se sont rendus à des séances d'information du commandement lorsque c'était encore possible ou pendant de courtes visites effectuées par l'organe de sécurité et Behra à Knin, mais cela représente 2 ou 3 visites pendant cette période, autant que je m'en souvienne. Question. En réponse à mes questions, vous avez dit que le général Tolimir est allé de Split à Knin en 1990. Dites-moi, autant que vous le sachiez, est-ce qu'il est retourné à Split ou est-ce qu'il est resté au sein du corps de Knin? Réponse. Après le transfert des unités du district militaire naval, en dehors de la Croatie, le 9e corps est resté pendant quelque temps sur le territoire dont il était responsable, de sorte que Tolimir y est resté également avec cette unité. Mais je ne sais pas jusqu'à quand, au juste, parce qu'une fois que nous étions partis, je n'ai plus eu de contact avec lui. Question. Ainsi, le district militaire naval a été transféré dans une nouvelle région et à un nouveau QG. Pouvez-vous nous dire où ils étaient situés? Réponse. Il s'agissait de la garnison de Kumbor, près de la côte. Question. Vous étiez obligé d'assumer des tâches importantes, notamment pour déplacer le QG du commandement. Qui a assuré la coordination de ces efforts au sein de votre service? Est-ce que vous avez collaboré ou coopéré avec les autorités civiles? Réponse. Si vous vous référez au Monténégro et au territoire monténégrin, oui, nous avons collaboré, coopéré directement avec les autorités civiles et certaines installations civiles nous ont été confiées afin que nous puissions y loger nos unités et abriter notre commandement. Question. Le colonel Behra, qui était membre de l'administration à Kumbor à l'époque, a-t-il organisé ces activités du service? Ou les activités du service, se reprend l'interprète. Réponse oui. Il y avait sur place
des membres des organes de sécurité de toutes les unités. Nous étions en sureffectif, en fait, et en raison, eu égard aux nouvelles circonstances et aux nouveaux besoins, il fallait mettre sur place une nouvelle structure institutionnelle, nommer de nouvelles personnes aux différentes fonctions. Il fallait pourvoir les postes vacants et déterminer le statut de toutes ces personnes. Et c'est le capitaine Béara qui était responsable de tous ces aspects. Il a proposé un certain nombre de solutions au commandement de ce qu'étaient devenues en fait les forces navales. Question, il découle de votre témoignage aujourd'hui que vous avez passé une assez longue période, soit au service de Béara, ou en tout cas en relation étroite avec lui, dès le début de vos activités à Lostovo jusqu'à Kumbor. Donc une période qui s'étend de 1973 à 1991. Quand finalement vous êtes-vous quittés, vous-même et le colonel Béara? Réponse, eh bien, nous ne nous sommes jamais vraiment quittés, mais nous nous sommes dit adieu en juillet 1992, lorsqu'il est parti pour d'autres fonctions. Je crois que c'était au sein de l'administration de la sécurité pendant quelque temps, et puis je ne suis pas sûre. Il a rejoint l'armée de la Republika Srpska. Question, eh bien, cela remonte à il y a longtemps, 1992, mais je crois comprendre que vous vous connaissiez bien, vous étiez amis, comme vous le dites vous-même. Pouvez-vous nous décrire Ljubisha Béara tel qu'il était en 1992, la dernière fois que vous l'avez vu? Quelle image reste dans votre esprit? À quoi ressemblait-il physiquement? Réponse. Eh bien, nous étions séparés pendant quelques 3 ou 4 mois, alors qu'il était à Split. Nous nous sommes rencontrés une première fois à Kumbor, après le mois d'août 91, et puis nous nous sommes revus. Fin janvier 1992, il n'avait pas changé, si ce n'est qu'il avait perdu un peu de poids. C'est un homme grand. Il portait des lunettes. Il était soigné, toujours bien rasé, toujours bien habillé. Ses habits étaient toujours propres et bien repassés. Je me souviens notamment de ses chaussures qui ressemblaient à des chaussures vernies, tant elles étaient toujours bien polies. Bien, monsieur Alatchev, il semble que vous vous souvenez de monsieur Béara. Vous vous souvenez bien de lui et il vous a fait une très bonne impression. Est-ce que, à un moment donné, lors de ces temps très éprouvants, très difficiles à Split, vous avez eu l'occasion d'observer ou de vous rendre compte, d'avoir l'impression que Ljubisha Béara adoptait une position nationaliste vis-à-vis de qui que ce soit, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans votre vie privée, dans vos relations sociales privées? Réponse. Vis-à-vis de moi, je n'ai jamais remarqué un geste ou une opinion exprimée qui reflétait un sentiment nationaliste. Il ne m'a jamais offusqué,
d'une manière ou d'une autre, et je ne l'ai jamais vu agir de la sorte vis-à-vis de qui que ce soit. Bien au contraire, dans cette situation très délicate, il ne prêtait aucune attention à l'appartenance ethnique ou à la confession des gens en nommant telle ou telle personne à un poste institutionnel. Tout ce qui l'intéressait étaient les compétences et la qualité du travail. Dans ces années critiques, où le nationalisme s'intensifiait, et les tensions devenaient de plus en plus exacerbées, il a nommé un certain commandant, dont le nom a échappé à l'interprète, en tant que commandant de bataillon, pour vous donner un exemple. Je sais également qu'au cours de cette période critique, il a aidé mon subordonné, un capitaine qui était d'appartenance ethnique croate, aider donc ce subordonné à être transféré, à être nommé à un poste au sein de l'organe de sécurité du régiment de protection, qui était une unité très importante. Et après le transfert à Kumbor, le lieutenant-colonel Rami Zugalic, qui était musulman, a été nommé chef adjoint du service de contre-espionnage. Donc, et ce ne sont pas les seuls exemples qui illustrent le fait qu'il n'avait aucun préjugé vis-à-vis de personnes d'autres appartenances ethniques. Bien que je sois moi-même macédonien, j'ai pu conserver le poste qui avait été le mien, un poste de premier plan au sein de l'organe de sécurité. Hvala gospodine Alačov na ovim iscrpnim odgovorima. Maître Nikolic, je vous remercie, Monsieur Alakov, pour cette réponse extrêmement, toutes des réponses très précises. J'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire. Le président, mais c'est pour ça que je ne vous ai pas interrompu. Nous approchions de la pause, mais j'ai remarqué que vous étiez en train, vous, d'en terminer. Je vous remercie, Maître Nikolic, et je vous remercie, colonel Alachov. Nous allons donc prendre une pause de 25 minutes et nous entreprendrons ensuite les contre-interrogatoires. Merci.